un trafic en augmentation, trafic d'espèces sauvages. Je vous donne juste un chiffre, selon Interpol, c'est un trafic qui sera en augmentation de 5 à 7% par an, qui suit ce phénomène lié à une criminalité organisée et à un trafic qui alimente un marché juteux. Ce sont des milliards d'euros par an qui sont en jeu. Et ce commerce illégal menace donc la biodiversité et la santé humaine. Malgré les législations en vigueur, les peines encourues, le massacre continue. État des lieux donc ce soir de ce trafic avec nos 3 invités et regard bien sûr aussi sur les conséquences, sur les luttes, sur les solutions. Et avec nous, donc Géraldine Véron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur du muséum et puis commissaire de l'exposition Félin. À vos côtés, Jean-Christophe Gérard, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes vice-président et vétérinaire de l'association Tonga, qui recueille des animaux saisis et en attente de replacement. Et à vos côtés, Claire Simonetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service de la brigade des douanes de Paris-Nord. Et en guise d'introduction, eh bien moi je vous propose tout d'abord de regarder cette petite vidéo, une vidéo qui montre une saisie de la douane de Besançon en 2014. C'est une saisie exceptionnelle. Ils sont tous dans un très bon état de conservation. 3 lions, 3 léopards et un buste de crocodile. Ils ont été tués et empaillés entre 1981 et 1991, mais ils étaient détenus illégalement. Cette saisie a été réalisée non pas à l'occasion d'une opération d'importation-exportation, mais chez un particulier, suite à un renseignement qui avait été communiqué au service douanier. En fait, c'est un monsieur qui avait hérité très récemment de cette collection privée de son père, qui était lui-même un adepte de safaris illégaux, malheureusement, en Afrique. Le renseignement a été donné par un individu sensible à la cause animale, mais surtout par hasard. C'est en visitant un bien immobilier vers Besançon que cette personne découvre ces animaux. Elle alerte alors les services de la douane. Et donc on découvre effectivement une 60aine d'animaux taxidermisés de toute espèce. On avait des phacochères, des gnous, on avait des antilopes, voilà, on avait des défenses d'éléphants. C'était un vrai musée, c'était un musée effectivement. En 2014, la douane a constaté plus de 500 infractions et saisi près de 1700 animaux, vivants ou naturalisés. Ce trafic est sévèrement puni par la loi, avec des peines pouvant aller jusqu'à de la prison ferme. Voilà un extrait de ce reportage. Et d'ailleurs, petite précision, Géraldine Véron, certains de ces spécimens-là sont dans l'exposition, je crois. Oui, tout à fait. En fait, ces spécimens ont été déposés pour les collections nationales. Et ce sont des très belles taxidermies. Et vous pourrez voir dans l'exposition Félin, effectivement, il y a 2 lions et 1 ou 2 des panthères qui ont été saisis et déposés. Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'on peut commencer par la réglementation, parce que là on a bien compris que c'était une saisie en France, chez un particulier. Il y en a d'autres qui sont opérées via les services de douane. Quelle est la réglementation en vigueur et est-ce qu'elle a force de loi partout? Claire Simonetti. Alors effectivement, on a la Convention de Washington qui a été signée en 1973, qui permet de réguler le commerce d'espèces. En gros, pour chaque espèce, en fait, celles-ci vont être classifiées dans en catégorie 1, en catégorie 2, en catégorie 3, et en fonction de la catégorie dans laquelle elles vont être classées, elles vont bénéficier d'une protection plus ou moins renforcée. Et au niveau douane, en fait, on va avoir plus ou moins de documents à fournir. Donc, grosso modo, pour un spécimen, par exemple, classifié en catégorie 1A, c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, restrictif. La personne devra fournir un permis d'exportation du pays où a été prélevé l'animal et un permis d'importation. Voilà. Et ensuite, en fonction des espèces, vous avez plus ou moins de documents à fournir. Donc, la douane, c'est un peu le bras armé de cette convention. Sachant qu'on est juste douanier, on n'est pas expert. Donc quand on est face à un spécimen, vivant ou mort d'ailleurs, on fait forcément appel à un expert qui va nous faire valider, nous dire exactement ce que c'est et si c'est repris à la Convention. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter sur le dispositif, Jean-Christophe?
Donc effectivement, la réglementation existe. Le problème que les douaniers peuvent rencontrer aussi, c'est qu'effectivement, on parle d'animaux morts, d'animaux vivants, mais d'animaux entiers. Mais ça peut être juste une partie d'animal, un morceau de fourrure, un morceau d'os. Même ça, la réglementation est la même, que l'animal soit entier, mort ou vivant, ou qu'il n'y ait qu'une partie de l'animal. Et donc il y a une régulation comme ça du commerce d'espèces sauvages et qui se fait aussi par une convention, la convention de Washington. C'est la CITES. Là, on peut peut-être en parler. C'est ça, en fait, c'est ce dont elle vient de parler. Oui, Claire Simonetti, on est dans ce cadre-là. On est dans ce cadre-là, tout à fait. Donc, elle s'applique aussi bien à l'importation qu'à la circulation, pour les marchandises qui sont en transit, par exemple. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais ça s'applique aussi à la détention, comme on l'a vu dans la petite vidéo. C'est des spécimens morts, taxidermisés, qui ont été découverts chez un particulier, mais qui néanmoins sont aussi couvertes par cette convention. Alors la CITES, petite précision, peut-être c'est donc cette convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et qui existent depuis 1975. Est-ce que dans le code de l'environnement qui existe en France, il y a des choses qui sont précisées ou pas forcément aujourd'hui sur les questions, les espèces Oui, alors en fait, déjà, d'une part, la Convention de Washington, elle a été déclinée au niveau européen par un règlement qui, grosso modo, reprend les mêmes espèces, mais qui en a aussi ajouté. Et après, chaque pays membre, donc la France aussi, peut ajouter dans son propre code au niveau national. Donc nous, ça va être le code de l'environnement, on a aussi le code rural, on a aussi le code des transports. On va pouvoir rajouter des espèces qu'on souhaite protéger. D'accord. Alors concrètement, comment s'opère le contrôle en France, donc aux frontières notamment, et lors des saisies? Eh ben alors en frontière, donc on va avoir typiquement les contrôles qui vont avoir lieu en frontière tierce, donc à l'aéroport notamment, à Charles de Gaulle. Vous allez aussi avoir des contrôles sur les frontières intracommunautaires. Et puis, c'était quoi déjà la question? Ensuite, en fait, comment ça s'opère? Parce que c'est vrai qu'on ne se doute pas forcément de la machine et de la mécanique qu'il y a derrière. On ne voit pas ces contrôles-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des patrouilles, des brigades qui contrôlent je ne sais quel volume de bagages voilà. En fait, oui, on contrôle à la fois les passagers dans les aéroports, dans le fret express aussi. Tout ce qui est colis postaux, sur les frontières, sur la route, et aussi à la détention. Donc, ça peut être à l'occasion d'un contrôle dans une entreprise qui débouche au domicile d'une personne. Là aussi, on va être compétent. Donc, sur le papier, en tout cas, on est là partout. Le type de saisie et le type de trafiquant, Alors, le type de saisie, je vais parler au niveau français. Oui, je pense qu'au niveau mondial, ça peut être un peu différent. Alors, en fait, j'ai les chiffres pour 2021. On avait 37% des saisies douanières relevées de la faune marine. Après, on a les mammifères terrestres. Ensuite, à 22%, les reptiles, 20%. Ensuite, la flore, 15%. Après, il y a les oiseaux, 5%. Voilà. Donc, oui, au niveau mondial, en fait, il y a eu, les Nations Unies font un rapport sur font un rapport régulièrement qui prend des périodes en général de 5 ans. Et là, sur les premiers, le plus gros volume, en fait, ça concerne le bois de rose. Ça concerne le bois de rose à peu près à 40% pour certaines périodes, et sur des périodes plus récentes, ça a un petit peu diminué, suivi des éléphants et des rhinos. Et très récemment, est remonté d'un cran dans le classement des animaux les plus trafiqués, enfin en restant avec le bois de rose en premier, les éléphants, enfin l'ivoire principalement évidemment en deuxième. C'est les pangolins qui représentent maintenant à peu près 14% du trafic mondial, ce qui est absolument énorme. Et avec un shift en fait des zones d'origine qui est
initialement en Asie, principalement en Asie du Sud-Est, maintenant surexploité, un peu mieux contrôlé, et donc maintenant c'est vraiment un trafic qui part plus d'Afrique. Il faut savoir que au niveau mondial, on va dire c'est à peu près un quart du trafic concerne des mammifères. Donc effectivement, c'est très global, hein, ça concerne à peu près toute partie, aussi bien animaux vivants que toute partie des animaux morts. Ça peut être que des phanères, hein, pour les pangolins, souvent ce sont souvent que les écailles, mais ça peut être aussi des animaux vivants ou des animaux entiers congelés, par exemple, qui sont stockés et qui participent à ce trafic. Alors du coup, ces espèces, parce qu'on va quand même en mentionner, donner à comprendre un petit peu quels sont ces animaux, ces espèces, hein, faune, flore, qui font l'objet de ces trafics. Ils font l'objet de ces trafics pour quels usages, d'une manière générale? Voilà, parce que vraiment la diversité des usages va nous permettre de comprendre aussi la diversité des pays, parce que c'est intéressant. La décoration, l'ornementation, l'alimentation, beaucoup. Essentiellement. Animaux de compagnie, et puis il y a une partie du trafic, notamment celui dont je parlais, qui est plus à destination de l'Asie, qui est pour des croyances en médecine traditionnelle. Ça concerne aussi l'Inde, même si c'est plus local, c'est-à-dire qu'il y a effectivement du braconnage qui est fait pour utiliser des parties d'animaux liées à des croyances, mais avec moins de transport, moins de trafic international. Sur ce qui concerne la médecine traditionnelle, alors on dit chinoise, mais souvent elle concerne aussi d'autres pays, notamment la Thaïlande, le Vietnam principalement. Là, il y a un gros commerce international lié et qui est en grande expansion. Et puis il y a les collectionneurs aussi d'animaux vivants qui ont envie d'avoir un spécimen rare chez eux parce qu'ils ont plusieurs espèces. Qu'ils élèvent plusieurs espèces, ils veulent des individus rares et ils les importent illégalement pour avoir l'espèce qu'ils recherchent et qu'ils ont du mal à trouver. Jean-Christophe Gérard, justement, comme vous nous emportez vers cet univers aussi de ces espèces vivantes, les animaux, à partir du moment où ils sont saisis, ils arrivent chez vous notamment, c'est-à-dire les animaux vivants, ils deviennent quoi? Donc les animaux vivants, effectivement, quand les douanes, par exemple, font un contrôle sur quelqu'un qui a une importation illégale d'un animal vivant, il faut essayer, normalement, la première solution qui s'applique, c'est renvoyer l'animal, c'est au pays exportateur de l'animal d'assumer cet animal. Normalement, l'animal doit retourner dans le pays. Bon, c'est très compliqué dans la pratique à réaliser. Donc souvent, l'animal, quand il arrive en France, on essaie de lui trouver une place en France. Donc les organismes de contrôle comme les douanes, ils essayent de trouver une place dans des structures qui existent et qui présentent des animaux sauvages légalement. Souvent, c'est les parcs zoologiques. Alors, les parcs zoologiques n'ont pas toujours, la place, les structures ou le personnel qualifié pour s'occuper des animaux qui sont saisis. Donc nous, moi je travaille pour un parc zoologique et on a décidé, pour apporter une solution aux autorités, de créer un refuge pour animaux sauvages et pouvoir accueillir ces animaux qui sont importés ou détenus illégalement par des particuliers ou des professionnels. Et vous les récupérez en attendant de les replacer ailleurs, c'est ça? Donc nous on les récupère pour leur trouver déjà une place, une solution, que les autorités aient une solution pour cet animal, pour éviter de l'euthanasie également. Hein. Donc nous on les accueille et ensuite on a effectivement un travail de placement de ces animaux. Alors souvent on nous dit oui, mais il faudrait, quand c'est du trafic d'animaux sauvages, donc prélevés dans la nature, on nous dit il faudrait les remettre dans la nature. C'est sûr que ça serait la solution idéale pour l'animal. Il faut savoir que c'est une solution qui est très compliquée pour plusieurs aspects. Le premier, c'est déjà les procédures. Donc, il y a une saisie, il y a une procédure qui est mise en route. Donc, déjà, la durée de la procédure est longue. Donc, le temps de la procédure, l'animal est obligé de rester en France. Donc, parce que les autorités doivent avoir la main sur cet animal et une potentielle remise en main de la personne à laquelle on l'a prise. S'il gagne le procès, on doit pouvoir lui remettre l'animal. Donc, l'animal est obligé de rester en France le temps de la procédure. Un autre frein à la remise en liberté de ces animaux, c'est aussi que pour remettre un animal en liberté, il faut le remettre dans le milieu où il a été prélevé. Souvent, l'animal arrive, il peut avoir transité dans différents pays, on ne sait pas exactement le pays dont il vient. A fortiori, le
l'endroit géographique, parce qu'il y a certains individus qui sont vraiment localisés dans des petites zones géographiques, donc il faut pouvoir remettre l'animal dans la zone géographique dans laquelle il vient, puisqu'il y a des problèmes génétiques. Il ne faut pas que l'on le mette n'importe où, qu'il n'aille pas polluer des populations existantes, il ne faut pas qu'il aille amener des maladies, etc. Donc il y a quand même pas mal de freins à la remise en liberté de ces animaux. Géraldine Véron. Oui, effectivement, c'est très très compliqué. En plus, c'est parfois des animaux qui ont été conservés dans des conditions où leur vie, le retour à la vie sauvage est très compliqué. Par contre, localement, dans les pays d'origine, c'est parfois possible, mais ça demande effectivement toute une vérification. Enfin, moi, j'ai participé au Vietnam, dans le parc national de Cuc Phuong. En fait, il y a un service qui est aussi récupéré, un peu comme vous le faites, les animaux saisis du trafic. Et donc on a pu travailler sur différentes espèces, notamment les civettes qui sont très utilisées plus pour être mangées, mais qui sont trafiquées vivantes et qui arrivent dans les restaurants vivantes. On a pu utiliser un système d'analyse génétique très simple basé sur juste le prélèvement de quelques poils pour pouvoir montrer à la fois, vérifier si on pouvait replacer les animaux dans le parc lui-même, c'est-à-dire qu'ils venaient vraiment de la zone, et si c'était pas le cas, éventuellement voir s'il était possible de les déplacer ailleurs. Ça permettait aussi de reconstituer les voies de trafic, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que les animaux là dans le Nord Vietnam, en fait, ils venaient souvent du Laos, du Cambodge, et ils parcouraient leur chemin pour aller via le Nord Vietnam vers la Chine. Donc ça permet à la fois de mieux connaître ce trafic, ça permet effectivement, dans certains cas, mais c'est rare, de pouvoir les relâcher, et ça a permis aussi, pour une espèce très rare, la civette d'Austin, de créer sur des animaux qui ne pouvaient pas être relâchés, un programme de reproduction en captivité, et qui a donné ses fruits maintenant avec des enclos de semi-liberté et relâchés ensuite. Donc ça, voilà, tout ce travail localement est faisable. C'est sûr que quand ils sont parcourus, ils sont arrivés à l'autre bout du monde, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Jean-Christophe Gérard, du coup, au refuge Tonga, vous avez quel type d'animaux? Alors nous, on s'est spécialisé dans deux grandes familles, on va dire, c'est les primates et les félins, parce que c'était les familles qui étaient le plus compliquées à replacer en parc zoologique, parce que quand vous avez un groupe de lions ou un groupe de singes, c'est compliqué d'intégrer un nouvel individu. Dans les parcs zoologiques, c'est plus facile d'intégrer des oiseaux, des reptiles, des animaux qui sont plus faciles à caser, si je peux parler comme ça, que les primates et les félins, c'est plus compliqué, donc c'est pour ça qu'on s'est spécialisé sur ces familles-là. Claire Simonetti, en fait, on n'a pas évoqué les animaux qui arrivent morts. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Alors, on les propose aussi au Muséum d'histoire naturelle, par exemple. Quand ils sont en bon état, bien taxidermisés, etc., ils peuvent avoir un intérêt pour le musée, pour les étudiants. Donc, on a fait plusieurs remises d'animaux taxidermisés, comme vous avez pu en voir sur la petite vidéo du début. Voilà, c'est des choses qui se font. Là, aujourd'hui même, on a fait une saisie de spécimens morts chez un tatoueur, dont des spécimens taxidermisés, repris à la Convention de Washington. On va les faire expertiser bientôt par le muséum. Et en fonction, si certaines de ces spécimens sont intéressants, ils seront remis au musée. Voilà. Oui, nous, en fait, ça peut être intéressant. Alors, on l'a vu pour la saisie, effectivement, qu'on a vu tout à l'heure, où certains des spécimens ont intégré le muséum et sont présentés dans l'exposition à l'heure actuelle. Mais il y a un certain nombre de saisies, où, par exemple, il y a l'origine géographique très précise des animaux. Ça peut être des animaux qui ont une valeur intéressante, justement, pour intégrer les collections nationales, les collections, non pas celles qui sont exposées, mais celles que les scientifiques étudient, et d'avoir un panel de spécimens d'origine géographique différentes. Ça peut être très intéressant pour les études, mais c'est vrai que c'est plus souvent des naturalisations à vocation muséologique ou pédagogique. Mais voilà, à la fois on fait la part d'expertise, parce que ça fait partie des missions du muséum, de faire ces expertises quand elles nous sont demandées pour vérifier l'espèce, l'origine géographique, etc. Et aussi récupération de ces spécimens quand ils ont une utilité, au moins ils auront une seconde vie dans un cadre réglementaire. Alors, quels sont les pays les plus touchés? C'est-à-dire, là on parle de la France, ça va être intéressant d'ailleurs de montrer pourquoi la France d'ailleurs est
est un des pays les plus touchés en Europe par ces trafics, mais quels sont les pays dans le monde qui sont les plus touchés par cette prédation, c'est-à-dire par ces animaux qu'on extrait justement de ces pays pour en faire des objets de trafic? Alors moi, je vais parler par rapport au positionnement de la France dans ce trafic. Donc c'est pas forcément une vérité mondiale. En tout cas, il y a une zone importante d'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, de l'Ouest, pardon, Afrique du Nord, un petit peu du Brésil aussi et de Guyane, le Brésil pour le bois. Et puis, donc la France est pays de destination, elle est pays de transit aussi. Donc les marchandises arrivent à Roissy-Charles de Gaulle, principalement, et elles sont réexportées vers la Chine, vers le Vietnam, vers l'Asie du Sud-Est. Voilà. C'est assez schématique ce que je vous dis, mais c'est grosso modo le positionnement de la France dans ce trafic. Et donc Roissy est vraiment un lieu, dire le lieu qui est le plus emblématique ou celui par lequel il y a le plus de trafic ou Oui, parce que ça concentre déjà tous les vols qui arrivent d'Afrique. Et puis, vous avez aussi des marchandises qui arrivent d'Europe de l'Est, et qui passent par la France pour être exportées sur l'Asie. Vous avez ce cas de figure-là aussi. Donc, au final, vous avez énormément de marchandises d'animaux, pour le coup, d'animaux vivants ou morts qui transitent par la France. Géraldine Véron, sur ce côté géographie, d'abord. Alors, en fait, le trafic d'animaux sauvages et de plantes également concerne pratiquement tous les pays du monde, en fait. Et c'est vrai qu'il y a de temps en temps des zones comme ça, des points focaux. Donc, effectivement, Roissy, très gros aéroport, en est un. En Asie du Sud-Est, pendant très longtemps, c'était une ville à Sumatra, parce qu'il y avait un aéroport international plus les voies maritimes et qui était vraiment le point focal du trafic international pour l'Asie du Sud-Est et notamment en provenance d'animaux qui venaient d'Indonésie, beaucoup, avec des volumes absolument incroyables et qui en plus avait localement un marché de faune sauvage vivant, comme il y a beaucoup en Asie du Sud-Est, alors beaucoup en Chine, mais il y en a beaucoup en Indonésie également. Dans le dernier rapport des Nations Unies qui a été publié en 2020, il disait qu'en tout cas les trafiquants eux-mêmes, quand on étudie, c'est uniquement ceux qui se font prendre, mais ils avaient repéré 150 nationalités différentes. Donc c'est difficile de dire c'est plus là que là. Il y a vraiment et après il y a des trafics qui bougent, c'est-à-dire que par exemple pour un gros trafic parmi les félins, c'est la poudre d'os de tigre. Ce trafic était très concentré sur l'Asie du Sud-Est vers la Chine. Petit à petit, ça s'est étendu à l'ensemble de l'Asie, notamment de l'Inde où il y a les plus grosses populations de tigres. Et maintenant, ça touche les lions d'Afrique, en fait, qui sont utilisés et qui sont pour le coup pas CITES 1. Et ça touche aussi le jaguar à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude il y a quelques années qui a montré que en Amérique du Sud, ils avaient étudié à peu près 1000 saisies de félins, de 3 félins, et le plus grand nombre de saisies de parties de jaguars étaient dans les pays qui avaient le plus de relations commerciales avec la Chine, et qui était vraiment 10 à 15 fois supérieur aux autres pays quand il y avait vraiment des relations proches. Ça montre que ces échanges s'internationalisent et que aussi par épuisement de sources, puisque les populations de certaines espèces sont vraiment en fort déclin, on passe à d'autres espèces. Et il est très probable que même les Chinois eux-mêmes achetant ce qu'ils pensent est de la poudre d'os de tigre et parfois du jaguar ou du lion ou de la panthère, y compris la panthère des neiges, qui est quand même une espèce très rare également. Donc ça a tendance à bouger au fur et à mesure en fait des demandes. Et donc c'est vraiment complètement international. Il y a très peu de pays qui sont épargnés. On a parlé il y a un gros volume aussi de coquillages. Les coraux sont très haut aussi en place. Donc même dans des petits pays insulaires, on peut retrouver des volumes de trafic importants. Parce que c'est un trafic juteux, en fait. Pour vous donner un peu une idée, une corne de rhinocéros se revend 50 000 à 100 000 euros le kilo. Donc on arrive à vraiment des prix, c'est plus cher que la cocaïne ou l'or. Donc ce qui m'amène tout naturellement à vous poser la question, le profil des trafiquants.
Alors là, Simonetti. Vous me posez une colle. J'ai pas une vue suffisante d'ensemble. Jusqu'à présent, bon, à notre niveau, on a contrôlé donc chez eux des collectionneurs, par exemple. Après, vous avez des voyageurs qui arrivent d'Afrique, qui transportent. Alors, il faut savoir qu'au départ d'Afrique, vous avez quand vous prenez un vol Air France en classe éco, vous avez droit à un bagage supplémentaire de 25 kilos. Donc, beaucoup de personnes emmènent avec elles, en plus de leur bagage personnel, un bagage avec de la viande de brousse. Donc, on les rémunère pour transporter le bagage, ou c'est leur propre bagage qu'elles vont ensuite revendre. Donc, vous avez ce profil-là. Après, vous avez des profils un peu plus organisés. Il y a eu quelques affaires qui ont été faites par la douane sur du trafic de civelles. Après, vous donner un profil type... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Christophe Véron, non? Non, moi je pense qu'il y en a pas parce que le trafic en plus il couvre, c'est tellement large, le trafic est tellement large que ça couvre tous les profils possibles. Il y a effectivement il y a du trafic organisé où là c'est vraiment pour faire des sous. Il y a effectivement le monsieur tout le monde qui va ramener la viande de brousse d'Afrique. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut savoir que par an, en viande de brousse, à Roissy, il rentre 10 tonnes de viande de brousse illégalement. Donc la viande de brousse, c'est du singe, du pangolin, de l'antilope, des reptiles, etc. Donc c'est énorme. Et tout ça, c'est illégal et ça favorise la déforestation, l'élimination des espèces, etc. Donc c'est le profil, il est pas. Et puis après il y a les collectionneurs, comme je vous disais avant, ça peut être n'importe qui a chez soi une collection d'animaux et qui veulent. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de profil type. Vous voulez rajouter quelque chose, non, Géraldine Véron? Non, je rejoins ce qui a été dit. Après, c'est vrai qu'il y a certaines populations locales dans certains pays où ces espèces sont très recherchées. Qui n'ont pas forcément de revenus. Et il y a un appel, alors avec beaucoup d'intermédiaires, ça ne nourrit pas les gens sur place, il ne faut pas croire que c'est une source de revenus importante, mais voilà, ça reste quand même... ça reste quand même un appel, sachant les prix, même si ce sont surtout les intermédiaires de beaucoup de réseaux qui récupèrent le plus financièrement sur cette affaire. Il n'empêche que voilà, il y a quand même cet aspect localement, alors que ce soit pour la viande de brousse, que ce soit pour les animaux vivants, les animaux morts. On sait que dans beaucoup de pays, forcément, on se retrouve avec des gens qui, ayant des petits revenus, sont très attirés par ça, et c'est avec beaucoup de pays avec très peu de contrôle, voire même beaucoup de corruption, c'est-à-dire que même quand il y a des contrôles, on s'arrange. Donc il y a quand même énormément de pays où c'est le cas. Enfin, moi, je l'ai vu en allant en Indonésie, Malaisie, Vietnam surtout, où on voit que c'est la corruption qui est le plus gros problème. Donc c'est quand même un peu un laisser-faire de tout ce trafic. Et voilà, les réseaux sont très variés. Ça va de la très grande criminalité organisée avec un lien avec aussi les trafics d'armes. On sait que c'est très proche et très lié à des trafics beaucoup plus dans des réseaux moins organisés et moins criminels. Et puis, effectivement, les touristes ne sont pas toujours conscients, même si régulièrement il y a des campagnes. On achète des petits souvenirs, des choses comme ça, et beaucoup sont faites à partir de parties de plantes ou d'animaux qu'il est strictement interdit de transporter et qui sont soit protégées nationalement de toute façon, même si elles ne sont pas CITES, on n'est pas censé les avoir récupérées, quoi. Alors pour prendre la mesure un petit peu de cette criminalité organisée, on parle aussi de cela, je vous propose de regarder cette deuxième petite vidéo. Les forces de police brésiliennes ont mené une perquisition dans une ferme qui serait affiliée à un réseau criminel impliqué dans le trafic d'espèces protégées d'oiseaux sauvages. Cette enquête était liée à l'opération Thunder, une opération annuelle coordonnée par Interpol qui a pour objectif de combattre la criminalité forestière et celle liée aux espèces sauvages. Cette série d'opérations a donné lieu à plus de 7000 saisies d'espèces protégées et l'arrestation de plus de 3500 délinquants. La criminalité liée aux espèces sauvages s'étend souvent au-delà des frontières nationales. C'est pourquoi une approche internationale est nécessaire. Chez Interpol, notre programme de sécurité environnementale collabore avec les pays membres pour empêcher
détecter et entraver les crimes liés aux espèces sauvages et pour démanteler ces groupes criminels organisés. Nous apportons notre soutien aux enquêtes, assistons les pays avec les outils et les techniques judiciaires dont ils ont besoin pour lutter contre la criminalité. Quand nous cherchons des suspects dans nos bases de données, nous trouvons qu'ils ont souvent commis d'autres crimes graves et des crimes économiques comme la falsification de documents, l'évasion fiscale, la fraude et le blanchiment d'argent. Les réseaux de trafic d'espèces sauvages sur la terre, la mer et dans les airs sont utilisés pour faire de la contrebande de drogue et d'armes et même d'êtres humains. Le commerce illicite d'espèces sauvages est estimé à plus de 20 milliards de dollars chaque année. Il menace de nombreuses espèces en voie d'extinction, mais aussi la santé des êtres humains. La criminalité environnementale est un crime qui nous affecte tous. C'est la raison pour laquelle Interpol est tant investi pour la combattre. Interpol unit les forces de la nature. Voilà cet exemple, cette petite vidéo qui dit beaucoup, qui résume ce tableau. Je parlais de criminalité organisée, donc les données d'Interpol, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc tous ces organismes travaillent ensemble pour tenter de trouver des solutions à cette activité qui est quand même la 4e la plus lucrative au monde. Vous avez eu les chiffres, plus de 20 milliards de dollars par an. En France, Claire Simonetti, quand on est pris, en fait, qu'est-ce qu'on encourt comme peine? Alors, on encourt 150 000 € d'amende et une peine de prison qui peut aller jusqu'à 3 ans. Voilà. Et alors, dans les faits, oui, c'est appliqué. Et si la circonstance aggravante de bande organisée est reconnue, les peines sont plus lourdes et la peine de prison peut être plus lourde et l'amende aussi. Mais alors, dans les faits, même si j'ai pas de statistiques sur la question, en général, on trouve une issue transactionnelle à l'infraction, c'est-à-dire que la personne, on va pas jusqu'au procès, quoi. L'administration inflige une amende, l'amende est payée, la marchandise, en l'occurrence les spécimens, sont saisis. Alors, on a quelques cas de procédures, notamment récentes sur des civils, qui ont été judiciarisés et qui ont donné lieu à des peines de prison ferme. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que... Mais dans la globalité, elles ne sont pas très lourdes par rapport au marché juteux, donc ça ne freine pas... Elles ne sont pas très lourdes et même les peines appliquées sont pas forcément aussi lourdes que ce que le Code prévoit, quoi. Vous voulez réagir sur ces questions-là, Géraldine Béron? C'est assez étonnant. Enfin, c'est vrai qu'on se dit, c'est bien de trouver des arrangements, mais ça devrait au moins que la loi soit appliquée. Après, c'est le cas, je pense, dans beaucoup de pays où, alors, de temps en temps, on voit dans la presse des cas un petit peu comme ce qui a été montré dans le film, mais de condamnations spectaculaires. Moi, je l'ai vu des fois dans la presse dans certains pays d'Asie du Sud-Est, mais c'est extrêmement rare. C'est très, très ponctuel et en général, il ne se passe pas grand-chose, en fait, oui. Même si dans certains pays, les condamnations, en théorie, pourraient être très élevées également. C'est vrai que c'est étonnant que ce ne soit pas un peu plus appliqué, finalement. Et alors, la vision que les animaux, ce n'est pas si grave, quoi. Je pense qu'il y a un peu ça. Et pour être précis, il faut peut-être dire que ce sont seulement 10% de ce trafic-là, c'est seulement 10% qui représentent les saisies, c'est ça? Ça, c'est ce qui a été évalué à Roissy pour la viande de brousse. Voilà. Oui. En tout cas, vous voyez que le trafic va au-delà de ce que vous pouvez saisir ou en tout cas ou freiner dans ce... Oui, complètement, avec 20 douaniers qui sont en rotation sur un terminal, en l'occurrence le terminal 2, vous ne pouvez pas contrôler tous les passagers, tous les bagages. Donc, il y a des manques de moyens en tout cas. Oui, oui. Après, les choses bougent, on va en parler, on va quand même parler des solutions, attention. On n'est pas que dans le négatif non plus, mais cet état des lieux méritait d'être fait, en tout cas pour bien comprendre la suite. Les derniers points peut-être, avant d'attaquer les solutions, il y a un risque sanitaire aussi avec ce trafic, il faut aussi en parler. Ah oui, sur la viande de brousse, oui, c'est surtout un risque sanitaire en fait, que la viande soit, que l'espèce en question soit protégée ou non, ce qui importe c'est l'aspect sanitaire. Donc, dans la viande de brousse, vous trouvez de la viande de singe, beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des photos qui seront diffusées, mais c'est
c'est impressionnant. C'est impressionnant. Jean-Christophe Gérard. Oui, juste pour rajouter un petit peu, c'est vrai qu'effectivement, il y a un gros risque sanitaire, que ce soit pour des parties d'animaux comme la viande de brousse qui peut transmettre des maladies que l'animal porte, donc dans la viande, peut nous transmettre à nous, mais également les animaux vivants, ils sont originaires d'un pays étranger. Il y a des maladies là-bas qui n'existent pas chez nous, qui peuvent être transmissibles aux animaux qui sont présents sur notre territoire, mais également à l'humain, et qui peuvent être très rares, voire mortels pour les hommes. Donc le risque sanitaire, il est énorme, aussi bien pour les produits d'animaux que pour les animaux vivants. Et alors des conséquences pour les animaux saisis et puis pour les espèces aussi avec ce genre de trafic? Alors pour les espèces, évidemment, la plupart de ces animaux sont prélevés dans la nature, même si dans certains cas, il n'y en a plus beaucoup dans la nature, et donc il y a des élevages, c'est le cas du tigre, où il y a effectivement dans certains pays d'Asie, et notamment en Thaïlande, il y a eu des grandes fermes démantelées, où il y avait des milliers et des milliers de tigres en captivité pour alimenter le trafic d'animaux vivants, mais aussi de parties d'animaux morts. Mais il y a évidemment une grande partie de ce trafic qui concerne des animaux qui sont vraiment prélevés dans la nature, et que, y compris ceux pour lesquels il y a de la reproduction en captivité, il y a toujours un moment où il faut aller chercher des animaux nouveaux dans la nature. Donc par exemple, sur ce qui est estimé pour les tigres, c'est qu'il y aurait les tigres de captivité, qui sont souvent sous forme illégale aussi, parfois légale, mais voilà, ne représenteraient que 30%, donc ça veut dire qu'il y a 70% de ces produits qui proviennent de tigres, qui viennent vraiment de la nature. Alors si on prend le tigre où il reste moins de 4000 individus dans la nature, il est évident qu'à plusieurs centaines, une centaine ou plusieurs centaines en tout cas de saisies, donc ça veut dire un volume plus important, évidemment qui passe sous les radars, c'est sûr que ça met en péril l'espèce. C'est le cas aussi pour beaucoup d'autres espèces où les volumes, ça a été le cas sur les pangolins avec une augmentation absolument incroyable et des volumes qui représentaient, alors les estimations sont parfois de plusieurs centaines de milliers d'individus braconnés. C'est vraiment des volumes énormes et donc ça a forcément un impact sur les espèces. Alors les trafics, souvent, beaucoup de pays ont été favorisés par le fait que il y a de la déforestation, il y a de l'exploitation forestière, ça apporte aussi du réseau routier, de l'accès à cette faune sauvage et donc ça rend un peu plus facile cet accès. Et évidemment, se combine pour les espèces sur le terrain, le fait de se retrouver dans des milieux dégradés, fragmentés ou qui disparaissent, et avec une augmentation de ce trafic. Donc, il y a énormément d'espèces sauvages qui sont très menacées, notamment en lien avec le trafic, sachant qu'évidemment c'est un cumul de menaces, puisque voilà, disparition des habitats, réchauffement climatique, plein de facteurs vont jouer sur beaucoup d'espèces. Mais ce trafic vraiment reste quand même une des menaces vraiment très importantes pour beaucoup d'espèces. Jean-Christophe Gérard, on peut évoquer aussi la maltraitance. Ces animaux, vous les voyez arriver, ils ont subi quand même déjà aussi, et au-delà du trajet. Ce que vous voyez, c'est que ce sont des animaux qui ne sont pas forcément bons candidats pour un retour dans le monde sauvage aussi. Oui, effectivement, c'est des animaux qui ont déjà souffert du transport, qui peut parfois être long, souvent dans des mauvaises conditions. Il faut déjà qu'il arrive vivant à destination, ce qui est parfois pas le cas. Je pense à une affaire à laquelle on a été mêlé il y a quelques années, où il y a une personne qui arrivait du Mexique, qui arrivait à Roissy, et il avait avec lui, donc dans des petites pochettes, 80 petits oiseaux de la taille d'un moineau, quoi. Donc ils étaient vraiment emballés. Donc il avait ces 80 spécimens. Sur les 80 spécimens, il en restait que 30 à l'arrivée. Donc on voit déjà le mal que ça fait de prendre des animaux de la nature pour arriver, pour juste les faire mourir pour le transport. Donc ça déjà c'est dramatique. Donc il en restait plus que 30 et il a fallu les récupérer ces animaux et les faire vivre, quoi, les remettre en état. Donc c'était difficile sur des petits oiseaux de quelques grammes. Donc bon, ça s'est bien passé. Mais on voit que c'est des animaux qui souffrent. Après, donc la maltraitance, elle est déjà dans le transport. Après, elle est parfois aussi dans les conditions dans lesquelles les gens vont les faire vivre. La maltraitance animale, c'est pas que taper un animal. Il y a le mettre dans de mauvaises conditions, mal l'alimenter, le mettre dans un environnement qui est pas adapté. Tout ça a trait à la maltraitance et ça doit être puni.
Alors les solutions, avant de laisser place aux questions du public, bien sûr, les solutions selon vous, Claire Simonetti tout à l'heure a parlé du fait de peut-être interdire, ou en tout cas il y a ce fameux deuxième bagage gratuit, enfin, il faut peut-être limiter la possibilité d'avoir des bagages de combien, 25 kilos supplémentaires Oui, ça ce serait une réponse assez simple. Ça permettrait vraiment, je pense, de limiter les apports de viande de brousse. Ça permettrait aussi aux douaniers de plus se concentrer sur d'autres voyageurs, sur d'autres fraudes. Enfin, ça simplifierait vraiment le travail de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, juste pour ajouter, c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, justement pour arrêter que l'Afrique ait cette autorisation spéciale d'avoir 2 fois 23 kilos. Et donc de limiter à 1 kilo, à un seul bagage de 23 kilos pour justement limiter ce trafic de viande de brousse. Et c'est quelque chose qui est en train d'être discuté auprès du gouvernement. Il y a aussi les ventes en ligne. On voit bien que beaucoup de choses circulent. On peut très bien commander ou faire des achats comme ça totalement illégaux. Ça existe. Comment est-ce qu'on peut interdire ces... En tout cas, on pourrait se poser la question de limiter ce trafic-là aussi. On pense à la publicité d'influenceurs, entre guillemets, qui se sont fait prendre ou avec des photos ou auprès de tel ou tel animal. Et puis, on voit bien que ça génère une mode, un engouement. Donc, comment lutter contre ces phénomènes-là aussi? Donc effectivement, il faut lutter de tous les côtés. Et les phénomènes de mode, c'est important aussi. Nous, on a un gros travail. On travaille beaucoup avec le gouvernement justement pour arrêter que les influenceurs donne des envies à certains d'exotisme, on va dire ça comme ça, de posséder chez eux des animaux sauvages, parce qu'ils s'affichent, donc sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en possession de bébés lions, bébés tigres, bébés servales, etc. Donc ça peut donner des envies. Donc tout ça, c'est des choses qui sont condamnables. Et il y a une loi qui a été par rapport aux influenceurs, il y a une loi qui est passée la semaine dernière, qui a été votée et qui interdit aux influenceurs de se mettre en avant donc sur les réseaux sociaux en possession d'animaux interdits, donc notamment les animaux sauvages interdits à la détention libre, donc de se mettre en avant hors cadre spécifique dans des établissements autorisés comme les refuges, les parcs zoologiques, etc. Géraldine Véron, vos solutions? Ça, je trouve que c'est déjà important parce qu'en fait, on se rend compte de l'influence énorme. Après, dans les pays d'origine, la plupart des animaux qui sont utilisés pour le trafic, enfin qui sont braconnés, ce qui se fait dans beaucoup de pays et ça marche plus ou moins bien, c'est de montrer que l'animal va rapporter plus aux populations locales sur pied et dans son milieu que mort. Et donc ça, il y a plein de choses qui se mettent en place avec des aides soit gouvernementales, soit d'associations. Il y a également beaucoup de personnes qui forment des jeunes gardes rangers. Voilà, donc il y a un gros travail de formation. Donc ça, il y a énormément d'organismes internationaux comme locaux qui font tout ce travail de fond pour former les gens. Puis ça veut dire aussi essayer de trouver de l'emploi lié à la sauvegarde de la faune sauvage. Et puis après aussi des réseaux de suivi avec certains outils maintenant comme les pièges photos qu'on utilise beaucoup, nous les scientifiques, sur le terrain. Moi j'ai un collègue qui a développé pour les rangers des parcs une application. Ils reçoivent directement l'information sur leur téléphone de qui est passé où et s'ils voient un trafiquant. Ça leur permet aussi d'être en direct et de refaire leur carte de parcours dans les parcs où ils font de la surveillance. Enfin voilà, tout un système très simple parfois avec juste des gens qui aiment bien bricoler des petits outils comme ça et qui parfois sont efficaces et qui plaisent pas mal aux jeunes qui, dans beaucoup de pays en développement notamment, sont très friands, comme nos jeunes, mais voilà, ils ont aussi cet attrait pour tout ce qui est nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Malheureusement, la plupart du temps, ce qui permettrait vraiment d'avoir une action importante dans les pays d'origine où ces trafics ont lieu, c'est limiter la corruption. Et ça, c'est un autre travail, une autre échelle. Et c'est parce que c'est quand même souvent du trafic qui passe, qui est illégal, mais qui est accepté, qui est connu et où il n'y a aucune intervention de fait. Alors, c'est évidemment pas le cas dans tous les pays, mais il y a quand même beaucoup de ça dans beaucoup de pays où malheureusement la plupart de ces faunes sauvages sont braconnées. Alors, je vous laisse la parole. N'hésitez pas, soit une réaction, soit une question que vous voulez poser à nos invités. Je vois des mains qui se lèvent, effectivement. 1, 2, 3, déjà là-bas 4.
Alors voilà, les micros via Clara notamment et un jeune homme réquisitionné, voilà, vont vers vous. Est-ce qu'il est mis sur on le micro? Essayez. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous pouvez poser votre question. Si j'ai tout compris, parmi les animaux vivants qui sont saisis, du coup, il y en a quand même la plupart qui sont condamnés à la captivité. Est-ce qu'on a quand même des exemples de relâchés qui ont fonctionné? Et si oui, est-ce qu'il y a des suivis par la suite? Parce que j'imagine qu'être dans des conditions aussi compliquées pendant peut-être aussi longtemps, ça peut engendrer des problèmes comportementaux. Donc est-ce qu'ils ont quand même une chance de retrouver la nature, ces animaux en question? Alors Jean-Christophe Gérard, peut-être? Alors bien sûr, il y a des animaux, heureusement, qui sont remis dans la nature. Donc ça, c'est la meilleure des solutions pour l'animal et pour tout le monde. Il y a du trafic, rien qu'en France, avoir des animaux sauvages français, donc qui existent sur notre territoire, c'est interdit. Donc il y a des gens qui se retrouvent. On peut penser au chardonneret. Ils font croiser les chardonnerets avec le canari. Donc ça c'est en France qu'on voit ça. Donc avoir des chardonnerets chez soi, c'est interdit. Donc c'est typiquement des animaux qu'on peut relâcher facilement en France sur le territoire. Après, comme vous disait ma voisine également, il y a des refuges sur place qui récupèrent en même temps la même chose qu'on fait en France avec les animaux français. Sur place, il y a des refuges qui récupèrent des animaux issus de saisie et qui relâchent ces animaux-là. Après, c'est plus complexe quand c'est entre différents pays parce que voilà, les réglementations sont pas les mêmes. Il faut qu'il y ait des contacts entre les pays. Le pays qui ordonne la saisie et le pays d'où vient l'animal, il faut qu'il y ait des coordinations entre les pays. Il faut que le pays d'où est originaire l'animal soit d'accord que l'animal revienne. C'est pas forcément facile tout ça, donc c'est quand même compliqué quand ça concerne plusieurs pays. Parfois, quand c'est localement sur la faune locale, effectivement, souvent c'est accompagné d'un suivi. Par exemple, moi, dans le parc où j'ai travaillé au Vietnam, ils mettaient des colliers émetteurs pour suivre les animaux. Le problème souvent aussi, c'est que même s'il y a ces suivis, ça n'empêche pas, on va les remettre souvent dans les conditions où ils étaient, qui sont celles où ils sont soumis aussi au trafic. Donc des fois, relâcher un animal en sachant que il va se faire abattre ou il va se faire capturer dans la semaine, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc il y a tout un travail qui est fait aussi de meilleure connaissance de où on peut relâcher ces animaux. Maintenant, on a aussi des outils de modélisation de niche qui nous permettent, en connaissant le paysage, en connaissant les zones, on peut évaluer les zones où il y a une plus grande densité, par exemple forestière, et une moins grande densité de route qui va éviter qu'il soit recapturé, parce que c'est dommage de faire tous ces efforts et de se retrouver avec un animal qui se fait braconner immédiatement. Donc on a des outils comme ça qui se mettent en place pour essayer de mieux connaître les habitats, même au sein d'un parc lui-même, voir quelles sont les zones favorables. Enfin, il y a plein d'outils qui permettent un petit peu d'améliorer les chances que ces animaux soient remis dans la nature. Mais comme beaucoup de refuges, malheureusement, beaucoup de ces animaux, on ne connaît pas leur origine. Souvent, ils ont pu être habitués à être nourris à la main et des choses comme ça. Et c'est très difficile à réhabiliter des animaux. Ça dépend vraiment des espèces aussi. C'est plus difficile pour un grand félin que pour une tortue. Ça dépend vraiment des espèces, en fait. C'est un peu compliqué de répondre de façon globale, quoi. Alors, autre question. Oui, monsieur. Oui, ça concerne à peu près la même thématique. Vous avez parlé de commerce d'animaux vivants. Alors, j'essaie d'imaginer quelqu'un dans un avion avec des animaux. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ça se met dans une valise dans la cabine ou bon, de petits animaux, on peut comprendre que ça peut se mettre dans une boîte si ce sont des insectes, mais dans le cas de mammifères, ça se passe... j'ai de la peine à imaginer dans un avion, dans une valise, sans manger, sans boire pendant des heures, d'un continent à l'autre. Et puis, dans le cas où vous arrivez à prendre soin des animaux, est-ce qu'il faut le rendormir, j'imagine, pour le faire repartir dans son continent, si on veut le remettre dans son état naturel? Est-ce qu'il y a une chance de succès avec tout ce stress? Alors, normalement, l'animal n'est pas endormi pendant le transport déjà.
Ça, c'est une première chose. Et alors, on le transporte dans une soute vivant? Oui, alors il y a tous les cas. Après, je ne sais pas si vous êtes peut-être mieux. Claire Simonetti, peut-être après. Et c'est vrai qu'il y a tous les cas, les cas où on a pu récupérer des animaux, il y en a qui sont effectivement cachés dans des bagages. Donc, quand c'est petit, c'est facile. Effectivement, que ce soit des tortues, on les emballe, on les scotche un peu et on les laisse dans la valise. Les oiseaux, ils étaient pareils, cachés dans la valise. Mais on a des cas où... Comment un oiseau, ça bouge tout le temps? On l'empêche, on l'emmaillote complètement pour qu'il bouge pas. Et... Il est attaché, en fait. Il est ligoté, quoi. Au milieu des vêtements. Ouais, il est ligoté au milieu des vêtements. Ouais. Dans des heures. Et après, on a aussi eu le cas de jeunes magots. Donc le magot, c'est un singe qu'on retrouve en Afrique du Nord. Et bon, souvent, il y avait une grosse mode à l'époque, au début des années 2000. Il venait souvent par la route, via l'Espagne pour arriver en France. Mais on a eu le cas où l'animal a voyagé dans une caisse à chat avec la personne. Il l'avait sur les genoux et les compagnies aériennes a dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter à bord. Donc il y a vraiment tous les cas. Tous les cas on observe tous les cas. Pour les grands félins, ça... Justement, Claire Simonetti, peut-être les grands félins, ils passent peut-être par d'autres voies, non? Ils arrivent découpés. Ils n'arrivent pas vivants. Oui, non, vous ne pouvez pas ramener un lion vivant. En tout cas, pas par avion. À Roissy, ça va être compliqué quand même. Pas par avion, mais peut-être par d'autres moyens. Oui, par d'autres moyens, sinon. Sinon, ils arrivent prédécoupés. Donc, oui, mais ce qui m'intéressait, c'était les animaux vivants. Alors, sur les animaux vivants, il faut savoir qu'il y a une partie des animaux aussi qui sont... le trafic concerne aussi des animaux qui ont des papiers falsifiés. C'est-à-dire que l'animal quitte le pays, on pense que c'est légal, et en fait, c'est parfois dans le pays d'arrivée où ils sont peut-être ils font pas un peu plus attention, ou dans le pays de départ, parce qu'on a graissé la patte de quelqu'un, on a pu partir avec alors que les papiers sont falsifiés. Pour ce qui concerne, par exemple, les tigres, parfois, ou d'autres félins, par exemple, il y a des fois des élevages de reproduction en captivité qui sont légaux. Et par contre, les animaux vont être transportés de façon illégale, mais ils essaient de transformer quelque chose de légal d'utiliser quelque chose de légal pour cacher une transaction illégale derrière. Donc pour certains de ces transports, en fait, ça peut être compliqué. Pour des animaux captifs, il y a eu aussi, les animaux légalement doivent avoir une puce pour être suivis. Il peut y avoir des trafics de ces puces, c'est-à-dire qu'un félin, par exemple, meurt, on récupère sa puce, normalement qui ne doit pas être utilisée, elle est unique, elle concerne cet individu, on la remet sur un autre et l'autre n'était pas légal, donc il prend les papiers du suivant. On a même eu le cas, nous, avec un mâle qui était devenu une femelle ou une femelle qui était devenue un mâle, donc là le trafiquant n'était pas très malin, donc il s'est fait prendre. Mais voilà, ces genres de choses aussi, pour des animaux plus gros, on imagine bien qu'effectivement on va les glisser dans la poche. Il y a aussi quand même des aspects de ce genre, au niveau international, du bricolage de papier qui permet de passer outre, mais qui parfois se font prendre, heureusement. Et en ce qui concerne les gouvernements... Rapidement, parce qu'effectivement, l'heure tourne et il y aura deux autres questions. C'est très court. On sait que la Chine sait protéger les animaux quand elle en a envie, comme le grand panda. Il y a des règles très strictes. Quel est le rôle des officiels chinois dans l'introduction de tout ce qui est illégal en Chine? Parce qu'apparemment, c'est la Chine qui fait un effet de pompe aspirante une grosse partie du commerce mondial. Alors là, je ne sais pas si on aura la réponse ou pas. Officiellement, je pense qu'ils pensent faire tout ce qu'il faut, et je pense qu'il y a quand même des saisies, mais comme ça fait partie de leur tradition, c'est un peu compliqué. Donc je pense que de temps en temps, ils oublient un petit peu la réglementation internationale. On le voit dans les aéroports où on peut acheter parfois la poudre de tigre qui est sur le comptoir qu'on peut voir. Donc il y a quand même, ils ferment les yeux. Plus, c'est pas forcément une volonté, mais ils ferment les yeux. Alors, je crois qu'il y avait deux autres questions. Voilà, n'hésitez pas. Bonsoir. Je voudrais savoir, je m'adresse surtout à Madame qui Claire Simonetti à l'aéroport de Roissy, et je voudrais savoir si éventuellement les douaniers sont assistés par des chiens qui peuvent détecter les odeurs des animaux qui peuvent être enfermés
des petits bébés animaux dans des respirations? C'est une très bonne question et malheureusement, non, on a des chiens anti-stupéfiants, on a des chiens anti-tabac, anti-explosifs, on a même des cash dogs qui détectent les billets de banque. Mais malheureusement, en matière de... vous n'avez pas de chiens qui peuvent détecter une odeur d'un animal qui est Ça se fait dans fermé. certains pays, hein. Par exemple, l'Australie utilise ça parfois pour, comme ils sont extrêmement stricts sur l'introduction de matière, même légalement, hein, matière animale, végétale, même si vous avez un sachet de cacahuètes dans votre poche, faut oublier. Ils utilisent de temps en temps des chiens, effectivement, pour ce contrôle. Donc ça se fait. Parce que quand dans la vidéo que vous avez passée concernant le Brésil, il m'a semblé avoir aperçu des chiens. Oui, mais ça, c'est au Brésil. Un pays. J'ai rien dit. Bonne soirée. Et avec... Non, mais très bonne question, effectivement. Comme quoi, peut-être qu'en France, là, vous l'aurez compris, les choses évoluent aussi. Et donc, parmi les solutions, il y aura aussi plus de moyens. La législation aussi avance. Donc, potentiellement, peut-être une législation plus importante en matière de peine. Voilà. Et donc, tout cela, c'est en cours. Donc, pourquoi pas des chiens à un moment qui pourraient remplir ce rôle. Je crois qu'il y avait une dernière question, vu l'heure. Si j'arrive... Ah, ça marche. Je me demandais, dans le cas où on arrive à infliger des amendes, est-ce que on peut flécher l'argent vers des programmes de conservation de la biodiversité ou est-ce que ça risquerait pas de créer une espèce de dépendance des associations à des ressources qui ne devraient pas être là en premier lieu? Très bonne question aussi. Très bonne question. Après, les amendes, elles rentrent directement dans les caisses de l'État. C'est redispatché après pour diverses missions. De l'autre côté, les associations bénéficient de subventions. Donc après, je sais pas si un fléchage serait... Enfin, j'ai pas d'avis sur la question si un fléchage vers des actions en faveur du trafic contre la lutte des animaux serait bénéfique ou pas, je sais pas. Merci. Écoutez, merci à tous vraiment pour ce moment partagé. Et puis on peut aussi rajouter que comme solution, il y a aussi la complémentarité de l'action des acteurs qui luttent contre le trafic et la collaboration entre les douanes, entre les chercheurs, entre les refuges. Ça existe, c'est vraiment, la douane est à l'avant-poste pour effectuer les saisies. Les chercheurs aident à l'identification des espèces. Et puis les refuges, vous l'avez compris, prennent leur part, prennent en charge ces animaux saisis avant qu'ils soient replacés, ou en tout cas pour trouver des solutions. Merci à tous les trois, Géraldine Véron, Jean-Christophe Gérard, Claire Simonetti, et puis bien sûr, d'autres informations vous attendent sur le site du Muséum national d'histoire naturelle. Un grand merci à vous tous.